6 Juin 1940 K. 0722. Sword Beach, Normandy. Le commandant Philippe Kiefer, 34 ans, force française libre, sauta de la barge de débarquement britannique dans 1,20 m d'eau glacée. Il portait une mitraillette Sten Mark II, 3 chargeurs de munitions, et le poids de représenter la France entière sur les plages de Normandie. Derrière lui, 176 hommes suivirent, 177 Français. Le seul contingent français participant au débarquement du jour J. 177 hommes contre les défenses allemandes qui avaient passé 4 ans à fortifier chaque mètre de la côte normande. 177 hommes qui portaient l'honneur d'une nation qui attendait depuis 4 ans de reprendre sa terre. Kiefer avança dans l'eau. Les balles allemandes frappaient la surface autour de lui. Mitrailleuses MG-42 tirant depuis des bunkers en béton. 1200 coups par minute. Un bruit qui ressemblait à du tissu déchiré amplifié 1000 fois. Les hommes tombaient, certains touchés, certains trébuchant sur les obstacles de plage, certains noyés par le poids de leur équipement. Kiefer continuait d'avancer. 50 mètres jusqu'à la plage. 40, 30. Le sable était visible maintenant. Jonché de corps britanniques qui avaient débarqué dans la première vague. Jonché d'obstacles métalliques et de mines. Jonché d'équipements abandonnés par des hommes morts ou blessés. Kiefer atteignit le sable, se jeta à plat, chercha sa cible. Le casino d'Ouistreham, bunker fortifié. 300 mètres à l'intérieur des terres. Objectif principal du 1er bataillon de fusiliers marins commando. Prendre le casino, éliminer les défenses, permettre aux forces alliées d'avancer vers Caen. Simple sur le papier, impossible en pratique. Mais impossible était le seul ordre que Kiefer et ses hommes avaient reçu depuis qu'ils s'étaient engagés dans la France libre. En juin 1940, la France était tombée. 6 semaines de combat, 4 ans d'occupation qui suivraient. Des millions de Français avaient accepté la défaite, avaient vécu sous le régime de Vichy, avaient collaboré ou résisté passivement. Mais quelques-uns avaient refusé, avaient fui vers l'Angleterre, s'étaient engagés dans les forces françaises libres sous le commandement du général de Gaulle. Philippe Kiefer était l'un d'eux. Banquier avant la guerre, aucune formation militaire. Mais il comprenait que la France ne serait libre que si des Français se battaient pour la libérer. Il s'engagea en 1940. Fut envoyé en Écosse pour l'entraînement commando. L'entraînement était brutal. Conçu par les Britanniques pour créer des troupes d'élite capables d'opérations impossibles. Marche forcée de 50 km avec équipement complet. Entraînement au combat rapproché. Sabotage. Infiltration. Survie en territoire hostile. 70% des candidats échouaient. Kiefer passa, puis recruta d'autres Français, lentement, un par un. Chaque homme devait répondre à des critères stricts, volontaire, physiquement apte, mentalement stable, engagé envers la libération de la France au point de mourir pour elle. En 1944, Kiefer commandait 177 hommes, organisés en 2 troupes. Le premier troupe commandé par le lieutenant Guy Attu, le 8e troupe commandé par le lieutenant Hubert Faure. 177 hommes. C'était tout ce que la France libre pouvait contribuer au débarquement. 177 contre 50 000 soldats britanniques débarquant à Sword, contre 23 000 Américains à Utah, contre 73 000 Américains à Omaha. La contribution française était statistiquement insignifiante, militairement négligeable, mais symboliquement absolue. Parce que ces 177 hommes représentaient la France, prouvaient que la France se battait. Que la résistance n'était pas seulement souterraine, mais militaire. Que des Français débarquaient sur les plages françaises pour libérer leur propre terre. L'équipement des commandos était minimal. Mitraillettes Sten Mark II, armes bon marché, fabriquées en masse, peu fiables. Elles s'enrayaient fréquemment. Surtout si le chargeur était sale ou déformé. Mais elle était légère, facile à porter, efficace à courte portée. Les commandos portaient également des grenades, des couteaux de combat, des explosifs pour le sabotage. Certains portaient des fusils de précision, certains des lance-roquettes Piat. Mais l'arme principale était la Sten. 32 cartouches par chargeur, cadence de tir de 500 coups par minute.
Portée effective de 50 mètres. Au-delà, la précision était aléatoire. Les commandos n'avaient pas d'artillerie lourde, pas de chars, pas de soutien aérien direct. Ils comptaient sur la surprise, la vitesse et l'agressivité pour compenser l'infériorité numérique. L'objectif était clair. Débarquer à Sword Beach à 7h30, traverser la plage sous le feu, atteindre Ouistreham, prendre le casino fortifié, éliminer les bunkers allemands, sécuriser la zone pour permettre aux forces principales d'avancer. Ensuite, rejoindre les parachutistes britanniques qui avaient atterri à l'intérieur des terres pendant la nuit. Établir une tête de pont. Tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Simple, direct, suicidaire. Le casino d'Ouistreham n'était pas un bâtiment civil, c'était une forteresse. Bunker en béton armé. Mur de 2 mètres d'épaisseur. Position de mitrailleuse avec champs de tir superposés. Canons anti-chars. Mines et barbelés entourant le périmètre. Défendu par 50 soldats allemands bien entraînés avec munitions, nourriture et ordre de tenir jusqu'à la mort. 177 commandos français devaient prendre ce bunker. Sans artillerie, sans chars, avec des mitraillettes Sten et la certitude que la France les regardait. 7:35. 3 minutes après avoir débarqué, Kiefer avait perdu 20 hommes, tués ou blessés. 12% de sa force d'attaque éliminée en 3 minutes. Le feu allemand était précis, coordonné, mortel. Les mitrailleuses MG42 balayaient la plage en arc méthodique. Chaque rafale durait 3 secondes. 3 secondes où 50 à 60 balles traversaient un espace de 10 mètres. Si vous étiez dans cet espace, vous mourriez. Simple, inévitable. Les commandos rampaient, utilisaient les corps des soldats tombés comme protection, utilisaient les obstacles de plage comme couverture temporaire, avançaient par bonds, 3 mètres, se jeter à terre, attendre, 3 mètres de plus. Le casino était encore à 250 mètres. À ce rythme, il faudrait 1 heure pour l'atteindre. À ce taux de perte, ils seraient tous morts avant d'arriver. Kiefer prit une décision. Pas de progression méthodique. Charge directe. Vitesse contre précision. Mouvement contre protection. Il cria l'ordre. « En avant! Vers le casino !» Les commandos se levèrent, coururent, tirèrent en avançant. Les Sten crépitaient. Pas précises à cette distance, mais le volume de feu supprimait les mitrailleuses allemandes, les forçait à se protéger, les empêchait de viser calmement. Donnait aux commandos 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes de mouvement sans être ciblés. C'était suffisant. 100 mètres en 30 secondes. D'autres hommes tombèrent. Le capitaine Alexandre Lofi, blessé à la jambe. Le sergent-chef René Fénéon, touché à l'épaule. Le caporal Pierre Huet, tué instantanément par une rafale de mitrailleuses. Mais les autres continuèrent. 50 mètres du casino, 40, 30. Ils étaient maintenant trop proches pour que les mitrailleuses allemandes à l'intérieur du bunker puissent ajuster le tir efficacement. Les canons des armes ne pouvaient pas s'abaisser suffisamment. Zone morte. Les commandos étaient temporairement à l'abri dans la zone morte juste devant le bunker. Le lieutenant Guy Attu prit le commandement de l'assaut sur le bunker principal. 20 hommes, grenades, explosifs, couteaux. Ils contournèrent vers l'arrière du bunker, trouvèrent la porte d'acier, renforcée, verrouillée de l'intérieur. Attu plaça une charge explosive. 10 secondes de retard. Les commandos se mirent à couvert. L'explosion déchira la porte. Métal tordu. Fumée noire. Les commandos se précipitèrent à l'intérieur. Combat rapproché. Couloirs étroits. Visibilité nulle à travers la fumée. Coups de feu, cris. Le bruit métallique des Sten tirant en rafales courtes. Le son plus lourd des cars 98K allemands. Grenades explosant dans des pièces fermées. Combat qui durait secondes, mais semblait durer des heures. Les Allemands défendaient chaque pièce, chaque couloir, chaque position. Ils savaient que la retraite signifiait capture. Capture signifiait prison. Prison pour avoir défendu le Reich contre l'invasion. Ils se battirent jusqu'à la mort, littéralement. 50 soldats allemands dans le bunker. 43 furent tués. 7 se rendirent uniquement après avoir épuisé leurs munitions. Les commandos français perdirent 8 hommes, tués dans le bunker, plus 16 blessés.
24 pertes totales pour prendre une position que les planificateurs britanniques avaient estimé coûterait 50 hommes. Les commandos avaient payé moins cher que prévu. Mais chaque perte était un Français, un volontaire, un homme qui avait choisi de se battre quand il aurait pu rester en sécurité en Angleterre. Sa mort n'était pas statistique, c'était personnel. C'était la France perdant un de ses rares combattants. 8h15. 45 minutes après le débarquement, le casino était pris. Drapeau français hissé sur le bunker. Premier drapeau français flottant sur sol français libéré. 4 ans après l'occupation. 4 ans de honte, de collaboration forcée, d'humiliation nationale. Maintenant un drapeau, un bunker, 153 commandos survivants. Ce n'était pas grand, ce n'était pas Berlin, ce n'était même pas Caen. Mais c'était français, repris par des Français, défendu maintenant par des Français. Symbolique absolue. Kiefer regarda le drapeau, ne dit rien, ne célébra pas. L'objectif suivant attendait. Les bunkers extérieurs, les positions de mitrailleuses le long de la route vers Caen. Les Allemands se regroupaient, amenaient des renforts. La bataille ne faisait que commencer. Les commandos réorganisèrent, comptèrent les munitions. 24 morts, 37 blessés, 61 pertes totales sur 177, 35%. Taux de perte insoutenable pour des opérations prolongées. Mais l'opération n'était pas terminée. Kiefer reçut de nouveaux ordres par radio. Avancer vers l'intérieur, rejoindre les parachutistes britanniques de la 6e division aéroportée à Bénouville. 6 kilomètres à travers territoires contestés. 6 kilomètres où chaque maison pouvait cacher des tireurs d'élite allemands. Chaque carrefour pouvait être une embuscade. Chaque champ pouvait être miné. Les commandos se mirent en marche. Formation dispersée. Éclaireurs en avant. Mitrailleuses Bren britanniques empruntées pour augmenter la puissance de feu. Ils avançaient lentement. Vérifiaient chaque bâtiment. Contournaient les zones suspectes. Évitaient les routes principales. Utilisaient les haies normandes comme couverture. Les haies qui feraient de la bataille de Normandie un enfer pendant 2 mois. Les civils français commençaient à sortir. Prudemment. Incertains. 4 ans d'occupation leur avaient appris la méfiance. Les soldats pouvaient être allemands déguisés. Pouvaient être une ruse. Mais les commandos parlaient français. Français sans accent. Français parisien, marseillais, lyonnais. Authentique. Une femme âgée s'approcha de Kiefer. Regarda son uniforme. Le béret vert des commandos. Le drapeau français sur son épaule. Pleura. Ne dit rien. Juste pleura. D'autres suivirent. Lentement. Prudemment. Offrir de l'eau. Du pain. Du vin. Tout ce qu'ils avaient qui n'était pas grand-chose après 4 ans de rationnement allemand. Les commandos acceptèrent. Remerciaient. Mais ne s'attardaient pas. La mission continuait. Les Allemands contre-attaquaient. Tanks, infanterie, mortiers. Ils voulaient repousser l'invasion avant qu'elle ne s'établisse. Avant que les Alliés ne consolident leur tête de pont. Chaque heure comptait. Chaque kilomètre d'avance alliée était un kilomètre que les Allemands devraient reconquérir plus tard. Les commandos rencontrèrent de la résistance à chaque village. Tireurs d'élite, nids de mitrailleuses, petits groupes de soldats allemands combattant des actions retardatrices. Les commandos éliminaient chaque position, méthodiquement, professionnellement. Aucune gloire, juste travail. Combat urbain, le plus dangereux, le plus coûteux en vie. Chaque porte pouvait cacher un ennemi. Chaque fenêtre pouvait abriter un tireur. Chaque coin de rue pouvait être une embuscade. Ils progressaient quand même, mètre par mètre, maison par maison, village par village, vers Bénouville, vers les parachutistes britanniques qui tenaient le pont de Pegasus depuis minuit, qui avaient repoussé plusieurs contre-attaques allemandes, qui manquaient de munitions et attendaient des renforts. 14h30. 7 heures après le débarquement, les commandos français atteignirent Bénouville, rejoignirent les parachutistes britanniques. L'officier britannique commandant les parachutistes était Major John Howard. Il avait pris le pont avec 81 hommes. En avait perdu 16. Tenait la position avec 65 hommes épuisés qui n'avaient pas dormi depuis 24 heures. Avait combattu toute la nuit. Attendait l'arrivée des forces du débarquement.
Voyez maintenant 116 commandos français émerger de la fumée et de la poussière. 116 survivants. 61 perdus depuis le matin. Mais présents. Ayant traversé 6 kilomètres de territoire contesté. Ayant accompli leur mission. Howard salua Kiefer. Échange bref. Professionnel. Commandant Kiefer? Oui. Major Howard. Bienvenue à Bénouville. Merci. Quelles sont vos pertes? 16 morts, 23 blessés. Nous avons perdu 24, 37 blessés. Les deux officiers se regardèrent. Aucun ne dit ce qu'ils pensaient tous les deux. Que les pertes étaient insoutenables. Que continuer à ce rythme signifiait l'élimination complète de leurs unités en 48 heures. Que la guerre ne faisait que commencer. Mais ils ne dirent rien. Juste mirent leurs hommes en position défensive et attendirent la contre-attaque allemande qui viendrait certainement. La contre-attaque arriva à 16 heures. 2 compagnies d'infanterie allemande, environ 300 hommes, supportés par 3 chars Panzer IV, artillerie de mortier. L'objectif allemand était simple, reprendre le pont, couper la tête de pont allié, isoler les forces débarquées, les repousser dans la mer. Stratégie standard de défense côtière. Les Alliés avaient prévu cela, avaient positionné des canons anti-chars, avaient creusé des tranchées, avaient miné les approches. Les commandos français tenaient le flanc gauche. Position exposée, couverture minimale, mais position critique. Si elle tombait, les Allemands pourraient flanquer toute la position alliée. Les commandos devaient tenir, coûte que coûte. Les chars Panzer avançaient, blindage frontal de 50 mm, invulnérable aux armes légères des commandos. Les Sten étaient inutiles contre les chars. Les grenades étaient inefficaces, sauf contact direct. Les commandos avaient 2 armes anti-chars. 2 lance-roquettes Piat, armes britanniques, peu fiables, portée de 100 mètres, nécessitaient un tir direct sur le blindage latéral plus fin. Le sergent Pierre Chausse portait un Piat. Il attendit que le premier Panzer passe sa position. Flanc exposé. Distance 60 mètres. Il tira. La roquette frappa le blindage latéral. Pénétra. Explosion interne. Le char s'immobilisa. Fumée noire sortant des trappes. L'équipage évacua. Courut vers les lignes allemandes. Chausse rechargea. Processus lent. 30 secondes. Le deuxième Panzer pivota. Canon de 75 mm cherchant la source du tir. Trouva Chausse. Tira. L'obus explosa 2 mètres à gauche de Chausse. Fragmentation. Chausse fut blessé. Jambe droite, épaule gauche. Lâcha le Piat. Un autre commando, le caporal Jean Trémintin, ramassa l'arme. Visa le deuxième Panzer. Tira. Raté. La roquette passa au-dessus du char. Trémintin rechargea. Le Panzer tira à nouveau. Cette fois l'obus toucha. Explosion directe. Trémintin fut tué instantanément. L'infanterie allemande avançait derrière les chars. 300 hommes, bien entraînés, bien armés, déterminés. Ils savaient que perdre le pont signifiait perdre toute la région, signifiait que l'invasion réussirait, signifiait que l'Allemagne perdrait la guerre. Ils se battirent avec le désespoir d'hommes qui savaient que c'était leur dernière chance. Les commandos français ripostèrent, Stens crépitant, grenades explosant, combats rapprochés dans les haies et les fossés. Les Allemands avançaient, gagnaient du terrain, poussaient les commandos en arrière, mètre par mètre. Kiefer était partout, déplaçant des hommes, réorganisant les positions, tirant lui-même avec sa Sten quand nécessaire. Il fut blessé au bras gauche. Éclat de grenade, ignoré, continua à commander. Les parachutistes britanniques envoyèrent des renforts, 20 hommes, mitrailleuses Vickers, mortiers légers. Le feu britannique ralentit l'avance allemande. La Vickers tirait 500 coups par minute. Rafale soutenue qui forçait les Allemands à se mettre à couvert. Le mortier frappait les positions allemandes avec une précision surprenante. Les Allemands se replièrent. Pas vaincus. Juste repositionnés. Ils reviendraient. Ils revinrent 3 fois ce jour-là. 3 assauts. 3 repoussés. Coût total, 43 commandos français tués ou blessés. 90 parachutistes britanniques tués ou blessés.
220 soldats allemands tués, blessés ou capturés. À la tombée de la nuit, le pont tenait toujours. La tête de pont tenait. Le débarquement avait réussi. Les jours suivants furent une continuation. Combats constants, contre-attaques allemandes, progression alliée ralentie. Les commandos français combattirent pendant 6 jours sans repos, 6 jours sans relève, 6 jours de combats urbains, défense de position, patrouilles offensives. Le 12 juin, le premier bataillon de fusiliers marins commando fut retiré du combat. Effectif restant, 82 hommes. Sur 177 débarqués 6 jours plus tôt, 95 pertes, 54%. Plus de la moitié de l'unité éliminée en moins d'une semaine. Parmi les morts, le capitaine Alexandre Lofi, tué le 8 juin. Le lieutenant Guy Attu, tué le 10 juin. Le sergent-chef René Fénéon, mort de ses blessures le 11 juin. Des noms, des hommes, des Français qui avaient choisi de se battre, qui étaient morts pour libérer leur pays. Kiefer survécut, blessé 3 fois, refusa l'évacuation médicale à chaque fois, commanda ses hommes jusqu'à ce qu'ils soient officiellement relevés, fut promu commandant, reçut la Légion d'honneur, la Distinguished Service Order britannique. Mais il ne parla jamais de médaille, seulement de ses hommes, des 95 qui ne rentrèrent pas. Après la guerre, Kiefer retourna à la vie civile, travailla dans la banque, se maria, eut des enfants, vécut une vie normale. Mais chaque 6 juin, il retournait en Normandie, visitait les cimetières, se tenait devant les tombes de ses hommes, ne pleurait pas publiquement, ne faisait pas de discours, juste se tenait là, rendait hommage silencieusement. Les survivants du bataillon formèrent une association, se réunissaient annuellement. Leur rang diminuait chaque année. L'âge, les maladies, les effets retardés des blessures de guerre. En 1990, seulement 23 survivants restaient. En 2000, 12. En 2010, 3. En 2015, le dernier survivant, Léon Gauthier, avait 92 ans. Il fut interviewé par un journaliste français qui demanda ce qu'il se rappelait le plus du 6 juin 1944. Gauthier pensa longuement avant de répondre. « Je me souviens que nous étions 177. Seulement 177 Français parmi des dizaines de milliers d'alliés. Nous aurions pu être invisibles, perdus dans la masse. Mais nous étions là, et ça comptait. Pas pour la stratégie, pas pour les chiffres, mais pour la France. Nous prouvions que la France se battait, que nous ne nous étions pas tous rendus, que la résistance n'était pas qu'un mythe. C'était ça notre mission. Pas prendre le casino, pas tenir le pont, mais prouver que la France existait encore, que nous méritions d'être libérés parce que nous nous libérions nous-mêmes. 177 hommes, c'était suffisant. Ça devait l'être, parce que c'était tout ce que nous avions. Léon Gauthier mourut le 3 juillet 2023. 100 ans. Le dernier des 177. Le dernier témoin direct du seul débarquement français du jour J. Avec sa mort, s'éteignit la dernière voix qui pouvait dire « J'étais là. J'ai débarqué sur Sword. J'ai pris le casino. J'ai tenu le pont. J'ai vu mes camarades tomber. J'ai vu le drapeau français flotter à nouveau sur la France. » Mais l'histoire survit. Le premier bataillon de fusiliers marins commando est commémoré. À Ouistreham, un musée porte leur nom. Le casino n'existe plus. Détruit pendant la bataille. Remplacé par un mémorial. Des plaques portent les noms des 177. Ceux qui survécurent. Ceux qui moururent. Tous égaux dans la mémoire. Tous héros. Pas parce qu'ils étaient surhumains, mais parce qu'ils étaient là. Parce qu'ils ont sauté dans l'eau glacée, ont couru sous le feu, ont pris le bunker, ont tenu la ligne, ont représenté la France quand la France avait besoin d'être représentée. 177 hommes, avec des Stens qui s'enrayaient, avec des munitions limitées, avec aucun soutien lourd, contre des bunkers en béton, contre des mitrailleuses allemandes, contre 4 ans de fortifications nazies. Ils ont gagné, pas facilement, pas sans coups terribles, mais ils ont gagné. Et en gagnant, ils ont prouvé quelque chose que 4 ans d'occupation avaient fait douter.
que la France se battait, que la France résistait, que la France méritait d'être libre parce qu'elle se libérait elle-même. 177 hommes, un bataillon, une mission, un drapeau hissé sur un bunker en ruine. C'était suffisant. C'était tout ce dont la France avait besoin pour prouver qu'elle existait encore, pour prouver que l'honneur n'était pas mort, pour prouver que le 6 juin 1944, la France était présente. Pas comme victime attendant d'être sauvée, mais comme combattante libérant sa propre terre. 177 hommes le prouvèrent. 82 survécurent pour le raconter. Tous méritent d'être rappelés. Tous méritent que leur histoire survive. Parce que c'est l'histoire de la France. Pas la France qui s'est rendue, mais la France qui a refusé d'accepter la défaite. La France qui s'est battue. La France qui a gagné. 177 hommes à la fois. C'était assez.